de la particule. On verra par la suite. Alors, pour pouvoir parler d'accélération ou décélération, c'est-à-dire diminution de la vitesse de la particule, on peut procéder de deux façons différentes. La première façon est, regardons le dispositif suivant, donc un filament qui émet les électrons. Ces électrons qui seront accélérés et qui vont passer vers l'armature ou le point A, avec une vitesse bien sûr VA, là où il y a pour pouvoir frapper soi-disant la cible. Donc, OA, X de A, il vaut L. L, c'est la distance ou la largeur de A entre A et le filament. La vitesse, on l'avait calculée comme étant E, que multiplie grand E sur M fois T. Donc, ça veut dire quoi? Si j'intègre, je trouve X, comme on l'avait fait auparavant, c'est E fois E sur 2M que multiplie T carré. Donc, si je remplace X par XA, qui est connu, il est égal à L, et je remplace, je trouve le T. Je trouve le T, T en A, c'est-à-dire en point A, qui est égal à racine de 2M sur E que multiplie U fois L. Donc, ce temps-là, c'est le temps nécessaire pour que la particule puisse arriver à la cible. Donc, on peut facilement conclure que plus la masse de la particule augmente, plus ce temps est grand, ce qui est normal. Donc, le temps qu'un électron, une particule légère, va, euh, va passer pour arriver à la plaque A est inférieur à un temps qu'une particule chargée lourde va passer pour arriver à A. De même, ce temps, ce TA, il dépend aussi inversement de la charge. Donc, plus la charge est grande, plus ce temps est minime. Il dépend aussi de la tension d'accélération. Donc, plus cette tension est grande, plus ce temps est minime. Alors, en remplaçant l'expression de TA calculée dans celui de la vitesse, on obtient la vitesse en A, qui vaut 2 fois E que multiplie la racine de 2 fois E que multiplie I, U sur M. Présente la vitesse de la sortie. La deuxième méthode, on applique la loi de la conservation de l'énergie mécanique. Et là, on va considérer le cas général, c'est-à-dire on ne va pas considérer l'électron. Alors, on va supposer une particule de charge Q, une charge positive par exemple, munie d'une vitesse initiale, par exemple V0, selon l'axe AB, orientée bien sûr vers le même sens que E, et qui va franchir cette zone où règne E pour arriver à B avec une vitesse Vs. Vs, c'est-à-dire vitesse de sortie. Donc, grâce au théorème de l'énergie cinétique, ce qu'on vient d'étudier tout à l'heure, delta EC n'est rien d'autre que le travail de la force électrique. Donc, par conséquent, l'énergie cinétique de sortie S moins l'énergie cinétique au début, c'est-à-dire l'entrée ou au zéro, égale au travail de la force électrostatique, c'est-à-dire Q multiplie E, Q multiplie D. Donc, je remplace E par son expression qui est U Q divise D. On trouve que la différence de l'énergie cinétique, c'est-à-dire ECS moins EC0, égale à Q multiplie U AB. Je remplace l'énergie cinétique
il vaut 1 demi mv carré d'une façon générale. Donc, je remplace 1 demi mvs au carré moins 1 demi v au carré égale à q multiplie UAB. Et donc, je continue le calcul pour retrouver à la fin la formule ou l'expression de V de S qui est égale à V0 au carré à la racine plutôt de V0 au carré plus 2 fois Q multiplie à UAB, Q, je dirais la valeur absolue, Q multiplie UAB, Q multiplie M. Et là, je vous ai fait, juste pour attirer votre attention, que pour une charge positive, on voit bien que Vs est supérieur à V0. Et donc là, on peut constater facilement qu'il s'agit bien d'une accélération de la particule chargée. À l'inverse, si Q est négative, on va avoir V0 au carré moins cette expression-là de Q UAB sur M. Et par conséquent, ça veut dire que la vitesse de sortie va être inférieure à la vitesse d'entrée. Par conséquent, ça concerne le cas de décélération. On peut conclure, d'après toute cette partie, que toute particule chargée en mouvement dans un champ électrique subit, sous l'effet de la force électrique, une accélération ou une décélération et une déviation. D'accord? Et cette accélération ou décélération dépend de la vitesse initiale et dépend aussi de la charge de la particule. Voyons maintenant quelques exemples d'utilisation je dirais, de ce qu'on vient étudier, de ce qu'on vient d'étudier, notamment l'action du champ électrique ou électrostatique sur une particule chargée en mouvement. Alors, le plus connu pour vous, c'est le tube Ariane X, le microscope électronique, l'accélérateur linéaire de particules, le cyclotron, le spectromètre. Alors là, on ne va pas détailler parce que je considère ça par la suite une sorte de travail de groupe à réaliser par les étudiants. Là, on vient de finir avec cette action du champ électrostatique sur une particule chargée en mouvement. Cette fois-ci, de l'action d'un champ magnétique uniforme sur une particule chargée en mouvement. Alors, comme vous le savez, un champ magnétique pourrait être créé de différentes façons. La façon qui est la plus connue, c'est le champ magnétique créé par un aimant permanent. Un aimant permanent, c'est un matériau qui est capable d'attirer des matériaux, je dirais, ferriques, moyennant un champ magnétique qui crée autour de lui. Le champ magnétique aussi pourrait être créé différemment par des circuits parcourus par des courants électriques, notamment un fil rectiligne parcouru par un courant peut créer un champ magnétique B dont l'expression dépend de la distance séparant le fil à un point d'intérêt. Donc par conséquent, cette distance, elle peut varier au cours du temps. Et donc le champ créé est un champ dont l'intensité varie en fonction de temps. Par conséquent, ce champ-là, c'est un champ qui n'est pas uniforme. Alors, cette expérience ou cette constatation qui a prouvé que un fil parcouru par un courant pourrait créer un champ magnétique a été découverte suite à l'expérience d'Hearst depuis 1820. Alors, ce monsieur, durant ses expériences, il a remarqué que l'aiguille d'une boussole varie lorsqu'un fil conducteur est parcouru par un courant. Et lorsqu'il stoppe ce courant,
l'aiguille ne bouge pas. Et non seulement ça, il a constaté aussi que, le sens de ce mouvement dépend de l'emplacement, de cette aiguille par rapport au fil. Et là, ce que la photographie à droite en bas, il représente, en quelque sorte, il simule, l'orientation de la limaille autour d'un fil, rectiligne parcouru par un courant. Et donc on remarque très bien que la limaille forme des cercles autour de ce fil. C'est ce que représente le champ magnétique B. Une autre façon de créer un champ magnétique uniforme aussi, c'est moyennant une spire parcourue par un courant d'intensité